Certains trouvent que les poules sans plumes sont intéressantes ou bizarres. Pour moi, elles sont un peu effrayantes. Pourtant, cette race est l'œuvre de scientifiques israéliens, mais ils ne l'ont pas créée pour terrifier les gens. Pendant plus de 50 ans, ils ont essayé d'obtenir des poules sans plumes de façon naturelle, sans manipulation génétique. Simplement en croisant des poules à cou nu avec des poulets de chair ordinaire pendant plusieurs dizaines d'années. En fin de compte, ils ont obtenu ça. Pour les aviculteurs, cette race présente de nombreux avantages. Les poules sans plumes grandissent plus vite, elles ont besoin de moins de nourriture, elles sont mieux adaptées au climat chaud. Mais il y a aussi quelques inconvénients qui compliquent la vie des poules. Elles supportent pas bien les basses températures, elles sont plus sensibles aux parasites, aux piqûres de moustiques et aux coups de soleil, et je vous parle même pas de l'accouplement. Parfois, les coqs sans plumes ne parviennent pas à leur fin car la parade nuptiale nécessite de battre des ailes. Et lors de l'accouplement lui-même, il arrive que le mâle blesse la femelle avec ses griffes et son bec. Habituellement, la femelle est protégée par ses plumes, mais pas dans le cas présent. Je suis pas certain que les avantages l'emportent sur les inconvénients. D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt d'une telle race ? Eh bien, il paraît que c'est plus écologique. Je sais, ça sonne faux. Dans le cadre de l'élevage industriel, les plumes sont considérées comme un accessoire totalement inutile. Les poules dépensent de l'énergie à les faire pousser. Ça coûte aux éleveurs de l'argent, de l'électricité et de l'eau pour les enlever, et le tout est un énorme gaspillage. Bien sûr, créer de telles races soulève des questions éthiques, mais c'est toujours comme ça en matière d'élevage des animaux. Pourtant, c'est pas toujours la faute de l'homme si les animaux perdent leur fourrure ou leurs plumes. Voici Nelson. Nelson est un hérisson, mais il est complètement chauve. Les bénévoles du centre Foxy Lodge Wildlife Rescue pensent que la calvitie de Nelson est due au stress consécutif à un traumatisme qu'il a subi dans la nature. Tous les piquants du hérisson et tous ses poils sont tombés, et malgré une année entière de massage quotidien à l'huile d'amande, ils n'ont jamais repoussé. À part ça, l'animal est en parfaite santé, mais il doit rester à demeure dans le centre. Il lui serait impossible de survivre sans piquant dans la nature. Je crois que les poules aussi peuvent devenir chauves après un stress intense. Mais c'est beaucoup plus intéressant quand elles perdent la queue. Pas brutalement, bien sûr. Ça arrive aux oiseaux qui ne possèdent pas de coccyx, sur lequel poussent les plumes caudales. C'est une mutation congénitale qui apparaît de temps en temps chez toutes sortes d'oiseaux et qui peut se transmettre. La première mention d'oiseaux sans queue remonte à un livre publié en 1600, mais il est fort probable qu'il en existait avant, simplement personne ne l'avait documenté. Au XXe siècle, on a décidé que ce serait une excellente idée de créer une race entière de poules sans queue, sûrement parce qu'on en était capable tout simplement. À ce jour, il existe plusieurs races de ce type, et toutes sont considérées comme très rares. Le gène responsable de l'absence de queue cause la mort d'environ 25% des poules avant même leur éclosion. Et oui, les humains ont encore eu une drôle d'idée. Il faut dire que lorsque c'est la nature qui fait quelque chose de bizarre, surtout à grande échelle, ça ne surprend personne. On appelle ça l'évolution. Par exemple, la nature a retiré leurs dents aux oiseaux. Oui, les oiseaux avaient autrefois des dents, et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les dinosaures. Tous les oiseaux possèdent un gène qui inhibe la croissance des dents. Des chercheurs de l'Université de Californie à Riverside ont découvert que ce gène remonte à un ancêtre commun à tous les oiseaux modernes qui vivaient il y a environ 100 millions d'années. Jusque-là, tout allait bien, puis ses dents ont commencé à tomber et son bec à se former presque simultanément. Les scientifiques pensaient que les oiseaux avaient perdu leurs dents afin de devenir plus légers et de voler plus facilement, mais il s'est avéré que la perte des dents ne coïncidait pas avec le développement du vol. D'ailleurs, à quoi ça rime tout ça ? Les chauves-souris ont bien des dents, et elles n'ont aucun problème pour voler. De nos jours, les chercheurs se contentent de dire qu'ils ignorent pourquoi les oiseaux ont perdu leurs dents. Aucune théorie n'a pu être confirmée. Il y a 80 millions d'années, les oiseaux modernes, sans dents, sont apparus. Un point, c'est tout. Mais c'est pas pour rien que j'ai parlé de ce gène qu'ont les oiseaux et qui inhibe la croissance des dents. Si on modifie un peu ce gène, les dents se mettent à pousser. Vous imaginez une poule avec des dents ? Les scientifiques de l'université de Manchester l'imaginent facilement car ils ont bel et bien créé de tels oiseaux.
Enfin, ils n'ont pas laissé les embryons atteindre leur terme. Ils ont sûrement décidé que cette expérience était trop cruelle, mais ils ont quand même pu découvrir que les dents des oiseaux sont similaires à celles des alligators et des crocodiles. C'est pas étonnant. Après tout, les oiseaux sont les plus proches parents vivants des reptiles. Mais les oiseaux sont pas les seules créatures à avoir perdu leurs dents au cours de l'évolution. Les tortues et les grenouilles en sont aussi passées par là. L'ancêtre commun des grenouilles, qui a longtemps eu des dents sur la mâchoire inférieure, les a perdues il y a plus de 230 millions d'années avant de s'éteindre. Les deux choses sont sans doute pas liées, mais qui sait? Les tortues ont perdu leurs dents plus tard, il y a environ 160 millions d'années. En tout cas, c'est l'âge estimé d'un fossile de tortue à dents découvert dans la province chinoise du Xinjiang. Et si on y pense, les tortues ne souffrent guère de l'absence de dents. L'évolution leur a procuré un bec. Et comme les tortues, de même que les autres reptiles, ne mâchent pas la nourriture, mais se contentent d'arracher des morceaux et de les avaler, elles n'ont pas vraiment besoin de dents. D'autant plus que le bec d'une tortue est très puissant, et sa morsure sacrément douloureuse. Le bec est aussi un outil très polyvalent qui peut évoluer assez rapidement au fil du temps. Enfin, rapidement à l'échelle de l'évolution, bien sûr. Mais ce qui m'a vraiment surpris, c'est ça. Il est bien possible que les anciennes tortues aient eu des cornes. En tout cas, plusieurs espèces de tortues à cornes vivaient sur le territoire de l'Australasie, c'est-à-dire dans la région comprenant l'Australie, la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines de l'océan Pacifique. Elles seraient apparues il y a 15 millions d'années et elles auraient vécu sur ces îles pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'elles croisent le chemin des humains il y a 3100 ans. Bon, c'est qu'une théorie pour expliquer leur disparition. Mais le fait est qu'à cause de leurs cornes, ces tortues étaient incapables de rentrer leur tête dans leur carapace. Ça rendait le cou de ces animaux plus vulnérable aux coups de lance ou d'armes similaires. Pourtant, les scientifiques pensent que ces tortues à cornes ont coexisté avec les humains pendant 300 ans avant d'être complètement anéanties. Actuellement, on ne connaît qu'une seule tortue à cornes. Elle vit dans un zoo et ses cornes ne sont que le produit d'une sorte de mutation. Mais revenons aux oiseaux. Vous saviez que les ancêtres des manchots pouvaient voler? En fait, les lointains ancêtres des manchots ont d'abord appris à voler. Puis il y a au moins 60 millions d'années, ils ont décidé que cette compétence était pas très utile. Ils ont développé des muscles plus gros pour mieux nager, des os plus denses qui les ont rendus plus résistants et qui ont diminué leur flottabilité, et des ailes plus courtes et plus rigides pour une nage plus puissante. Tout ça s'accordait mal avec la capacité de voler, alors les manchots y ont renoncé. On pense que le plus vieil ancêtre connu des manchots était déjà incapable de voler, même s'il ressemblait encore à un oiseau ordinaire. Apparemment, il est arrivé en Antarctique depuis la Nouvelle-Zélande, puis il a perdu son long cou, son bec est devenu plus court et son ventre s'est arrondi. En gros, il a pris une forme de manchot. La même chose est arrivée aux serpents. Enfin, ils volaient pas, mais il y a 100 à 150 millions d'années, ils possédaient des membres fonctionnels. Puis les serpents les ont perdus, et les scientifiques ont deux théories pour expliquer ce phénomène. La première suppose une origine terrestre. Les serpents étaient des lézards fouisseurs, et au fil du temps, ils se sont de mieux en mieux adaptés à la vie sous terre. Finalement, leurs membres n'étant plus nécessaires, ils ont disparu. D'abord les membres antérieurs, puis les membres postérieurs. La deuxième théorie suppose que l'origine des serpents se situe dans l'eau. Ils y ont évolué, perdu leurs membres pour faciliter la nage, puis ils ont rampé sur la terre ferme. Mais de nos jours, la plupart des chercheurs soutiennent la théorie du lézard. Mais le mécanisme de développement des membres est toujours présent chez les serpents, même après des millions d'années. Il est simplement inactif. De plus, certains serpents, par exemple les pythons, conservent encore de minuscules vestiges de membres sous la forme de 2 bosses de chaque côté de leur bassin. Grâce à ça, les pythons modernes pourraient faire repousser leurs membres sans avoir à en passer par un long chemin évolutif. Une simple mutation génétique suffirait à déclencher le développement de membres qui en fait sont déjà présents dans l'organisme. J'espère que vous n'en avez pas encore marre d'entendre parler de membres, car je dois absolument vous parler des crocodiles. Il y a environ 120 millions d'années, un ancêtre des crocodiles de 3 mètres de long est arrivé sur le territoire de l'actuelle Corée du Sud, mais il l'a fait d'une manière très inhabituelle. Il marchait sur 2 pattes.
On ne possède pas de fossiles de cet étrange crocodile, mais des dizaines de ses empreintes sont conservées dans la pierre. Et alors, pensent peut-être certains d'entre vous, les dinosaures aussi marchaient sur deux pattes, ça n'a rien d'étonnant. C'est vrai, mais les dinosaures marchaient sur la pointe des pieds, tout comme leurs descendants, les oiseaux. Ce crocodile, lui, a laissé des empreintes nettes, car il marchait sur la plante des pieds, en laissant la marque de ses talons. En gros, il marchait de la même façon que les humains, et on n'a trouvé aucune empreinte de ses membres antérieurs, ce qui signifie que ce crocodile se déplaçait facilement sur deux pattes. Un crocodile qui marche sur ses pattes arrière, c'est pas très effrayant. Contrairement à un requin avec une scie circulaire dans la gueule. Il y a 270 millions d'années, il existait un poisson ressemblant à un requin avec une mâchoire très particulière. Lorsque les scientifiques ont découvert ces restes fossilisés, ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une sorte de coquille, comme celle du nautile. Mais il s'est avéré que ces restes appartenaient à un poisson. Les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont cette scie faite de dents pouvait bien être reliée au reste du corps du poisson. Il existe tellement de théories que les scientifiques n'arrivent pas à décider laquelle est la plus crédible. En tout cas, ce requin s'est éteint sans transmettre sa mâchoire bizarre à sa progéniture. Et c'est peut-être mieux comme ça. On a en fait de la chance que les requins modernes aient des mâchoires si ordinaires. Parce qu'il a existé dans nos océans un requin avec des mâchoires en ciseaux. J'aimerais pas croiser une telle créature. Les rhinocéros laineux n'ont pas non plus survécu à la course à l'évolution. Il s'agissait d'énormes animaux à fourrure bien adaptés aux basses températures. Ils ont vécu en paix pendant des centaines de milliers d'années, jusqu'à ce que soudainement, il y a 14 000 ans, ils s'éteignent. Dans un premier temps, les scientifiques ont supposé que nos ancêtres en étaient responsables, mais il semble que l'extinction ait été causée par le changement climatique. La planète s'est réchauffée, les précipitations ont augmenté, les rhinocéros manquaient d'herbe. Alors ils ont décidé de disparaître. Ils n'avaient pas vraiment le choix dans ces circonstances. À propos, le plus proche parent de ce géant laineux est le rhinocéros de Sumatra. Certes, c'est pas un descendant direct, plutôt un petit-neveu, mais on peut peut-être dire que, en un sens, le rhinocéros laineux a perdu sa fourrure et il a continué à vivre sur Terre. L'évolution est un processus très lent. Tous les changements que j'ai mentionnés prennent un temps incroyablement long à se produire. En particulier le fait de gagner en taille. Par exemple, les mammifères ont mis 24 millions de générations pour passer de la taille d'une souris à celle d'un éléphant. À titre de comparaison, les mammifères rétrécissent jusqu'à 30 fois plus vite. Parfois on trouve des preuves de la théorie de l'évolution dans les endroits les plus improbables. Prenons les salamandres et les lézards. Les salamandres sont des amphibiens connus pour leurs étonnantes capacités de régénération. On peut couper la queue d'une salamandre et en quelques semaines, il lui en repoussera une presque identique. Les lézards sont des reptiles qui descendent directement des amphibiens. Les lézards peuvent aussi faire repousser leur queue, mais c'est plutôt un remplacement d'urgence. La nouvelle queue sera d'une autre couleur et formée d'écailles et de tissus différents. Une sorte de prothèse cartilagineuse sans os. Mais lorsque les scientifiques ont transplanté des cellules souches de salamandre dans un lézard, sa queue s'est rétablie tout aussi bien que si le lézard était une salamandre. Mais les lézards qui font repousser leur queue peuvent en faire un peu trop. Ils se font parfois pousser 2, 3, voire 5 nouvelles queues, et c'est pas un problème récent dû à un environnement dégradé. Les premières mentions de lézards à queue multiple datent de plusieurs centaines d'années. Les scientifiques savent pas encore comment le fait d'avoir plusieurs queues affecte la vie des lézards. Ils courent peut-être plus lentement, peut-être qu'ils peuvent pas communiquer avec les autres lézards et se reproduire. Ou peut-être qu'avoir plusieurs queues est considéré comme cool chez les lézards et que tout le monde en rêve. Qui sait ? À plus.